Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes nouveaux abonnés et merci à vous tous d'être là. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo spéciale. D'abord, j'ai une information à vous donner. Je ne voyais pas vous faire une vidéo pour vous donner juste cette information. Donc, je me suis dit que je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi on compare Jovenel Moïse au héros de l'indépendance qui est Jean-Jacques Dessalines, qui est une figure emblématique de l'histoire d'Haïti. Pourquoi cette comparaison? Je vais vous montrer point par point exact les points communs qu'ils ont trouvés pour faire ce parallèle entre les deux hommes et je vais vous montrer comment la première dame Martine Moïse continue à nourrir la superposition de ces deux personnages, mais ceci à travers les réactions de la femme de Jean-Jacques Dessalines suite à son assassinat, comment Jean-Jacques Dessalines a été assassiné, qu'est-ce qui s'est passé et comment dans cette communication et dans tout ce qui se passe autour de la première dame après la mort du président, cette image de superposition de ces deux personnages continue. Et ceci même à travers les discours de certains et aussi à travers les discours même de la famille du président dans le funérail. Notamment le discours de la sœur du président que je ne vous ai pas mis dans la vidéo que je vous avais fait sur les funérailles, que je vais vous mettre un extrait tout à l'heure parce qu'elle s'est exprimée en français. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire beaucoup de parallèles. Et je vais contextualiser beaucoup les choses afin de vous faire comprendre comment cette communication se passe et quel est le but de cette communication. Tout d'abord, il faut mettre les choses dans leur contexte. Je vais vous laisser regarder une vidéo qui est un discours que le président Jovenel Moïse avait fait lorsqu'il est entré au pouvoir. Je serai le président de tous les Haïtiens sans distinction aucune. Lorsque Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir, Haïti était présenté comme un pays divisé. Haïti était présenté comme un pays qui était déjà lapidé, c'est-à-dire la quête de l'État dans les gouvernements d'avant. Gardez ça bien en tête. L'information, c'est que Martine Moïse a laissé Haïti. Hier, l'information est tombée. Je ne vais pas vous mettre d'extrait, donc je préfère vous parler moi, parce que vous avez la possibilité un peu de vérifier. Martine Moïse a laissé Haïti avec ses enfants hier, en larmes, comme quelqu'un qui part, mais à contre-cœur. On va analyser ce départ tout à l'heure. Et vous allez voir que ce départ est dans ce schéma aussi de superposition entre Jean-Jacques Dessalines et le personnage de Jovenel Moïse. Tout d'abord, on va essayer de contextualiser les choses. L'arrivée du pouvoir de Jovenel Moïse. Quand Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir, même les vidéos où on parlait de son arrivée au pouvoir, on parlait de quelqu'un qui arrive dans un pays où la caisse avait déjà été dilapidée par le gouvernement d'avant. Lorsque Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir, il est arrivé avec un slogan. Il est arrivé avec un slogan, on va prendre le soleil, la terre, des éléments comme ça, pour pouvoir mettre de la nourriture dans les assiettes des Haïtiens. Soleil, la terre, le vent, etc. Donc, il est parti en campagne avec des éléments et tout après, il parlait de ces éléments qu'il va prendre. Ces éléments, c'est quoi concrètement? Je vous ai déjà parlé de Jovenel Moïse, son personnage, le fait qu'il était, il avait des hectares de bananes, il travaillait la terre. Donc, son campagne était autour de cela. Maintenant, je vais vous mettre à l'écran une description dans mes recherches de Jean-Jacques Dessalines. Deux politiques majeures caractérisent le régime de Jean-Jacques Dessalines, qui était un régime impérialiste. C'est l'organisation militaire du territoire national et la politique agraire. L'organisation militaire du territoire national, politique agraire. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que Jovenel Moïse, vers la fin, avant son assassinat, on parle de vraiment, c'est vers la fin de son mandat, peut-être qu'il lui restait à peu près 2 ans, qu'il parlait de l'armée, il voulait mettre en place, il voulait renforcer l'armée, il voulait que l'armée soit présente et tout. On ne sait pas pourquoi, on ne va pas lire entre les lignes. Donc, politique agraire, c'est-à-dire autour de l'agriculture, autour de tout ce qui est agriculture. Jovenel Moïse a fait campagne autour de l'agriculture. Premier point commun. Autre chose,
Il est devenu responsable des grandes régions. Il est devenu responsable des grandes régions. Je vais vous mettre le texte à l'écran. Chef d'État délégué, son autorité dans ces zones ou au chef des régions. Le cap haïtien. La politique agraire de l'Empire Dessalines marque sa gouvernance. Okay? Je vous ai dit tout à l'heure, la gouvernance de Jovenel Moïse a été marquée par tout ce côté agriculture. Il a toujours voulu, dans les provinces, qu'il y ait les routes pour que les paysans puissent traverser. Il a toujours, rappelez-vous, cette vidéo où beaucoup ont traité de vidéos propagande, où il distribuait des tracteurs, où il avait investi une somme pour donner les matériels pour que les habitants travaillent la terre. Donc, il y avait cette connotation-là tout au long de sa politique. C'était ses vœux et c'est vers ça que sa politique a tourné essentiellement, surtout les 2 premières années. Cette politique agraire était liée à une forme d'autoritarisme qui a provoqué beaucoup de soulèvements. La politique que Jovenel met en place autour de l'agriculture et tout cela, beaucoup l'ont accusé d'être devenu trop autoritaire, d'être devant de la scène, de ne pas déléguer, d'être trop au devant par rapport à son statut de politique. Et je vais vous montrer un extrait de discours où il avait pris la parole, où il accuse, il indexe. Je vais vous traduire aussi ce discours où il accuse, il indexe. Pourquoi vous n'aviez pas peur des 4 ans et vous avez si peur d'1 année? Juste pour le reste d'un mandat? C'est ce qui vous dérange? Je parle à vous, oligarques corrompus du pays. Rappelez-vous, j'ai dit dans mes campagnes, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je dis à, je décidé pour me commencer par la peuple, moi encore parce que c'est lui qui est bon pouvoir. Mon grand boss, même quand je ne peux pas ici. Sous même, ou t'as l'idée pour une boss, pam. Aujourd'hui, je veux parler à mon peuple. C'est lui qui m'a donné le pouvoir. C'est le peuple, mon boss. Si tu veux être mon boss, mets-toi au milieu du peuple, tu pourras être mon boss. Je suis le président qui vous reste au travers de la gorge. Et ce président n'a pas de boss. Le système est responsable de l'instabilité politique et l'instabilité économique et de l'instabilité sociale chronique. C'est le système qui est responsable de la misère, la pauvreté, l'insécurité et le kidnapping. Et tout ça a beaucoup aidé. Et le raté artificiel du gaz et du dollar. Les généraux de l'empereur ambitieux de prendre le pouvoir profitent de la situation politique et mettent en place un complot contre Dessalines. C'est ce point-là qui lie ces personnages-là par rapport à leur destin. Et c'est le même schéma pour Jovenel Moïse. Parmi les complotistes, il y a principalement ceux qui ont toujours été secrètement hostiles à l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et parmi les personnes qui ont comploté pour l'assassinat du président Jovenel Moïse, même s'il y a beaucoup de noms qui ne sortent pas parce que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui achètent les journalistes, qui font pression à gauche à droite. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup qui appellent, qui font pression sur les juges en Haïti pour demander d'enlever des noms, de rajouter d'autres noms. Si vous allez dans les médias haïtiens qui parlent de l'assassinat, moi je ne continue pas à vous parler à chaque fois qu'il y a des infos, mais il y a des infos qui circulent comme quoi il y a des pressions sur le juge dans l'affaire du président afin d'enlever certains noms et qu'on lui a même dit s'il n'enlève pas d'autres noms, la finalité serait une balle dans la tête. Donc il y a beaucoup de choses, hein, les amis, qui se passent en ce moment. Donc, ce parallèle-là aussi, parmi les complotistes, ceux qui veulent prendre le pouvoir, dont le général Alexandre Pétion. Donc, il y a principalement ceux qui ont toujours été secrètement hostiles à l'empereur Jean-Jacques Dessalines, dont le général Alexandre Pétion, qui était chef du parti mulâtre à l'époque, qui rallié à Dessalines depuis le congrès de la Caire en mai 1803. On a un parallèle par rapport au souhait de ces personnes par rapport à l'agriculture et la façon de mourir, le complot. Le mot complot se trouve dans les deux schémas.
L'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, père de l'indépendance haïtienne et empereur d'Haïti, a eu lieu le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge, au nord de Port-au-Prince. Dessalines meurt à la suite d'un complot organisé par certains de ses généraux, parmi lesquels Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer, André Rigaud et Bruno Blanchet, qui servaient d'intermédiaires entre tous, sans oublier Henri Christophe aussi qui était dedans, qui se trouvait dans le nord du pays. Donc, Jean-Jacques Dessalines, ce héros de l'indépendance, n'est pas mort parce que l'armée française, etc., ils sont arrivés, ils l'ont tué, etc. C'était un complot et c'était interne. La mort de Jovenel Moïse, c'était un complot, c'était des personnes internes, ça veut dire du pays d'Haïti. Donc, il y a un parallèle. Maintenant, on va continuer. On va continuer après la mort de Jean-Jacques Dessalines pour vous montrer que ce parallèle continue. C'est là que je vais en venir. Après la déposition et la mort de son époux, maintenant je vais vous parler de la femme de Jean-Jacques Dessalines, Marie-Claire Bonheur. Marie-Claire Bonheur, c'était une femme de Léogane. Je suis léoganaise, elle était léoganaise. Elle est de Léogane aussi, la ville de Léogane qui est à côté de la capitale Port-au-Prince. Marie-Claire Bonheur, c'est un personnage. Tout à l'heure, je vais vous mettre des phrases aussi de Jean-Jacques Dessalines que vous reprenez beaucoup lorsque vous faites le parallèle entre Jean-Jacques Dessalines et Jovenel Moïse. Marie-Claire Bonheur était de Léogane. Elle est importante. Lorsqu'on parle de Jean-Jacques Dessalines, on parle de son épouse. Maintenant, on retrouve ce schéma aussi que Martine Moïse est devenue importante, plus importante qu'avant, depuis la mort du président Jovenel Moïse. Après la déposition et la mort de son époux, donc on parle de Marie-Claire Bonheur, en 1886, Marie-Claire Bonheur refusa l'hospitalité d'Henri Christophe. Le refus, encore un autre parallèle. Marie-Claire Bonheur refusa l'hospitalité d'Henri Christophe. Comme les biens de son conjoint avaient été confisqués, elle vécut dans la pauvreté, dans la ville de Saint-Marc jusqu'en 1843, où on lui a accordé une pension de 1200 gourdes. À l'époque, 1200 gourdes, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, 1200 gourdes. Aujourd'hui, 1200 gourdes, c'est rien. Allez, mettez 1200 gourdes sur Google, mettez devise haïtienne, c'est la gourde, G-O-U-R-D-E, 1200 gourdes, c'est niet aujourd'hui. Lorsque Faustin Ier devient empereur d'Haïti, il idéalisera son défunt mari. Donc, lorsque Faustin Ier devient empereur de la République, Faustin Ier idéalisera le défunt mari. Le mot idéalisé, encore un parallèle par rapport à Jovenel Moïse, qui aujourd'hui est idéalisé, qui pendant tout son parcours sur le pouvoir était impopulaire. Encore un autre parallèle. Et augmenta la pension. La pension de Marie-Claire Bonheur va être augmentée lorsque Faustin Ier devient empereur. Parce que c'est lui qui va travailler à idéaliser l'image de Jean-Jacques Dessalines. Et ceci va avoir des répercussions sur qui? Sur son épouse toujours vivante, Marie-Claire Bonheur, qui va voir sa pension augmenter. Mais Marie-Claire, à laquelle cette attitude ne va pas inspirer tant de sympathie, va refuser de toucher l'argent de cette pension. Et va partir. Elle va refuser l'argent, elle va refuser l'hospitalité, elle va partir, elle va connaître la pauvreté jusqu'à sa mort dans la nuit du 8 au 9 août 1858 au Gonaïves. Elle va mourir à l'âge de plus de 100 ans. Elle va mourir centenaire. Donc, je voulais vous faire ce parallèle historique. C'est pour vous aider à comprendre comment cette comparaison est arrivée.
Maintenant, je vais vous laisser regarder une phrase. Une phrase aussi qu'on utilise beaucoup pour comparer Jovenel Moïse et Jean-Jacques Dessalines, que je vais vous laisser passer cette phrase à l'écran. C'est les Noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Je vous laisse cette phrase à l'écran. Les Noirs dont leurs pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Cette phrase aussi a été citée. Cette phrase a été citée lors de la manifestation de l'organisation Boosta John à Paris. J'ai mis cette vidéo sur la chaîne où ils ont marché. Dans tout le discours de la porte-de-parole de manifestation Boosta John qui comparait tout au long de la marche Jovenel Moïse à Jean-Jacques Dessalines, cette phrase a été répétée, cette phrase a été reprise et on a continué ce schéma, la façon dont Jean-Jacques Dessalines est mort et la façon dont Jovenel Moïse est mort, martyr pour le peuple, etc. On l'a retrouvé. Les Noirs dont les pères sont en Afrique n'auront-ils rien? Pourquoi cette phrase vient là par rapport à Jovenel Moïse? C'est simple. Parce que Jovenel Moïse, quand il est arrivé au pouvoir avec son programme, après avoir visité les habitants, etc., n'oublions pas qu'il est de province et qu'il n'est pas de la classe bourgeoise, je vous l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que sa mère était couturière, son père mécanicien, etc. Ce n'est pas quelqu'un qui est né dans la bourgeoisie comme d'autres figures politiques du pays. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, il avait tout son programme agricole, etc. Il avait été mis là, n'oubliez pas, je l'ai déjà dit par son prédécesseur Michel Martelly, qui n'avait pas le même rapport avec les personnes qui ont le monopole de l'argent, je vous l'ai déjà dit aussi. Rappelez-vous. Maintenant, lorsque Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir, il y avait des attentes de toutes ces personnes-là qui ont le monopole de l'argent, de toutes ces personnes autour de lui, et même Michel Martelly, qu'il a mis en tête de son parti politique PHTK, avait des attentes de lui. N'oubliez pas, à un moment, tout le monde parlait d'un retour possible de Michel Martelly au pouvoir. Donc, est-ce que Jovenel Moïse était placé là comme une marionnette qu'on allait tourner à gauche, à droite, et pour finalement qu'on mette quelqu'un d'autre, de désigner? Est-ce que Jovenel Moïse occupait la chaise pour quelqu'un d'autre pendant un laps de temps? Voilà ce qui s'est passé. Jovenel Moïse avait un programme. Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir. La caisse de l'État était quasiment vide. Le pays avait été dilapidé avant. Maintenant, c'est quelqu'un qui est arrivé avec des rêves pour le peuple, le président de tous, etc., comme vous avez pu le voir dans le discours. Mais dans les faits, c'était pas chose aisée de mettre en place tout ça. Ce que je vais vous faire comprendre par là, c'est pas que le personnage était un saint, etc. C'est que quand on arrive au pouvoir, pour avoir le bras long pour gouverner, il faut avoir l'aide, l'appui de certains. Et quand on ne l'a pas, on est comme un pantin au pouvoir, on est pieds et mains liés, on n'arrive pas à faire grand-chose finalement. Parce qu'on sait comment ça se passe en Haïti. Le pouvoir qu'on donne au président, c'est pas pour qu'il gouverne et qu'il décide de tout, c'est pour qu'il met les choses en place, prend les ordonnances à gauche, à droite. Et ça, vous le savez. Maintenant, je vais continuer ces comparaisons. Donc, Jovenel Moïse s'est retrouvé mêlé avec la caisse qui était vide, pas beaucoup de sous. Il fallait trouver de l'argent à gauche, à droite. Et Jovenel Moïse a commencé à développer d'autres programmes aussi. Au-delà de ce programme agricole, réforme agraire, comme je vous ai fait la comparaison tout à l'heure par rapport à Jean-Jacques Dessalines qui avait des réformes agraires, l'agriculture, etc., la nourriture, la terre, Jovenel Moïse aussi avait cette similitude-là avec ce personnage. Maintenant, Jovenel Moïse a voulu aller encore plus loin. L'électricité, les routes, panneaux solaires, mettre en place des choses parce qu'en Haïti, il y a EDH, Électricité d'Haïti, qui gère. Il y a d'autres secteurs privés aussi qui gèrent. Et le blackout, on appelle ça blackout en Haïti, c'est-à-dire que le fait que quand le nord a l'électricité, le sud ne l'a pas, on coupe l'électricité dans une zone du pays pour que l'autre, c'est-à-dire que tu peux être chez toi en train de regarder la télé, boum, l'électricité se coupe. Moi, j'ai grandi en Haïti, hein, jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai fait toutes mes classes primaires en Haïti. Je sais de quoi dont je parle. Lorsqu'on regarde la télé, boum, tout le monde dit blackout, c'est-à-dire
coupure d'électricité. Blackout, c'est coupure d'électricité. Donc, tout le monde est là où il n'y a plus d'électricité et on vit avec. Dans notre tête, on sait que par moment, il peut avoir courant, par moment, il peut ne pas avoir courant. Alors qu'il y a certaines personnes qui paient l'électricité. Okay? Même s'il y en a d'autres qui ne payent pas forcément l'électricité. Donc, l'électricité, c'est un marché qui amène beaucoup d'argent en Haïti. C'est un marché qui apporte beaucoup d'argent en Haïti. Et lorsqu'il a commencé à s'attaquer à d'autres choses, au-delà de son programme qu'il a mis au pouvoir, je pense que si Jovenel Moïse avait annoncé ces projets-là, l'électricité ou certaines choses, il n'aurait pas eu certain appui, il n'aurait peut-être pas été élu. Maintenant, on va continuer encore. Lorsqu'il a commencé à s'attaquer à ces choses-là, il a commencé à devenir dérangeant. C'est-à-dire, il a commencé à être isolé. Lorsqu'on attaque certaines personnes haut placées qui ont l'argent, qui font tourner l'argent et qui gagnent de l'argent grâce à ce non-accès à l'électricité, c'est un marché. Quand on n'a pas d'électricité, il y a certaines choses qu'on doit avoir chez soi pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire à manger, pour pouvoir faire certaines choses. Donc, le non-accès à l'électricité rapporte de l'argent à certains. Donc, il est devenu dérangeant. Rappelez-vous, il est devenu dérangeant. Et je vous ai dit tout à l'heure par rapport à Jean-Jacques Dessalines, que Jean-Jacques Dessalines a commencé à se faire des ennemis, etc., à l'interne. Il voulait le pouvoir, etc. Donc, on n'est pas dans la même époque. Donc, on ne peut pas avoir tous les schémas, mais il y a quand même des similitudes. Ensuite, il y a eu l'affaire Petro-Caribé, où le nom de Jovenel a été cité, où les médias ont parlé beaucoup de cela, mais l'argent Petro-Caribé, c'est de l'argent qui a été donné par Hugo Chavez, rappelez-vous, etc. Donc, cela a fait beaucoup parler et Jovenel a été indexé. Pour se dépêtrer de cela, parce que quand tout le monde t'indexe d'avoir l'argent du pays, d'être voleur, d'être ceci, d'être cela, et que le peuple est dans la rue, etc. Donc, il y avait une pression. Et comment Jovenel a géré cette pression pour balancer les choses? Jovenel a commencé à indexer le système. Il a commencé à parler du système pour se blanchir. Lui, il a commencé à dire, oui les amis, il y a ça qui se passe dans le pays. Oui, il y a ça. Mais il y a un système. Suivez mon regard. Système. Donc, qui a mis Jovenel au pouvoir? C'est le système. Donc, Jovenel a commencé à devenir l'ennemi numéro 1 de ces personnes qui sont dans ce système. C'est là qu'il a commencé à indexer en permanence. Il commence à sortir des notes. Voilà combien coûte l'électricité. Voilà combien l'État haïtien paie l'électricité par an alors que l'État haïtien devait payer ça. Si on démocratise l'accès, voilà combien d'argent ceux qui gèrent l'électricité vont perdre. Il a commencé à être un président qui prend la parole publiquement pour indexer comme le fera un journal d'opposition. Donc, il a commencé à être gênant parce que le rôle d'un président, finalement, est-ce que c'est de dénoncer chiffre après chiffre certaines choses? Enfin, le rôle qu'on connaissait jusqu'alors. Il a commencé à devenir gênant parce qu'il dénonçait certaines choses. Donc, d'où cette comparaison de figures. C'est juste là. Avant, le président Jovenel Moïse n'était pas aussi au devant de la scène à dénoncer certaines choses. Mais au cours de son parcours, il le fait pour dire, mais si ça ne va pas bien, je ne suis pas seul responsable. Le système est responsable. Voilà comment la caisse de l'État, pourquoi l'argent n'arrive pas. Il a commencé à justifier des choses et il a commencé à devenir gênant. Il a commencé à mettre à mal beaucoup de monde qui sont dans ce business, beaucoup de monde qui gagnent, qui vivent de ces choses-là. Il a commencé à être gênant, donc il est devenu impopulaire. Il commençait à perdre du monde autour de lui. Il a commencé à avoir tellement de mal à gouverner. La preuve, il tend la main à l'opposition. Il demande le dialogue. On a refusé plusieurs fois le dialogue. Et il a été, avant sa mort, jusqu'à mettre en place ce Premier ministre, Ariel Henry, qui n'est pas de son parti politique. Parce qu'il avait besoin de ramener quelqu'un d'autre de l'autre parti. Parce qu'il avait besoin d'avoir un peu d'appui, parce qu'il était seul. Voilà, il était seul. Il était président, il prenait la parole, il parlait, il dénonçait les dossiers chauds. Et beaucoup ne voulaient pas se frotter à lui pour ne pas que ses ennemis deviennent aussi leurs ennemis. Voilà. Donc maintenant, la figure de comparaison avec Jean-Jacques Dessalines s'est poursuivie. Le funérail, la sœur de Jovenel Moïse a pris la parole. Je vous laisse regarder un petit extrait de son discours. Je voudrais pas être longue. Je voudrais pas être trop longue. Car les mots me manquent pour exprimer
ce que je ressens. Mon frère Nénel, toute la vie a été véritable dédicace à ta famille et aux plus faibles. Enfin, Nénel, tu n'es pas mort. Tu n'es qui plus est, tu n'es pas parti. Comme l'avait si bien dit, Toussaint Louverture, et je cite, en me renversant, on a battu à Saint-Domingue que le trône de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines, parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Je vous remercie et que le peuple haïtien rende justice à mon frère. Continuez. Le discours du fils que je vous ai que je vous ai posté est un discours émotion politique. Émotion et politique. Le fils de Jovenel Moïse a fait un discours qui était politique. Martine Moïse a fait un discours, il y avait émotion politique. La voix de Martine Moïse qui a circulé lorsqu'elle était encore à l'hôpital reprend ce même schéma de discours qu'elle a eu lors des funérailles. Émotion politique. Maintenant, ce schéma de comparaison est hors contexte. Il ne faut pas, parce qu'on veut trouver des similitudes aux choses, oublier les contextes. Jean-Jacques Dessalines savait qu'il perdrait la vie dans cette bataille. Jovenel Moïse ne savait pas qu'il allait mourir dans cette bataille. Et si je vous montre un extrait d'un reportage que j'ai vu hier, la nuit de la mort du président, il a appelé plusieurs personnes. Venez me sauver, ma vie est en danger, venez sauver ma vie. C'est pas quelqu'un qui était là, venez tuer-moi, allez, je veux mourir pour mon pays, venez tuer-moi. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Vous avez un personnage dans l'histoire d'Haïti qui s'appelle Capois-Lamont qui avançait son cheval lorsque le général français tirait dessus. Le cheval a pris une balle au niveau du pied. Le cheval titubait, il continuait, il avançait. Il savait qu'il pouvait prendre une balle. Il avançait, il avançait. À la fin, il a été salué par ces mêmes soldats français. On a des figures héroïques de l'histoire avec des personnages qui savaient. Toussaint Louverture savait qu'il pouvait mourir. Lorsqu'il fait son discours célèbre en me renversant, etc., en me renversant, on m'a battu à Saint-Domingue, on a arraché que les troncs de l'arbre de la liberté, etc., ils repousseront par les racines, etc. En prononçant ce discours, il ne l'a pas fait pendant qu'il était au fort le jour, etc., qu'il allait crever de froid. Il l'a fait en partant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui part avec une destinée, qui sait qu'il va mourir. Il sait qu'il est fini, mais il sait qu'il y aura d'autres. Jovenel Moïse ne savait pas qu'il allait mourir. Les appels, Jovenel Moïse a été surpris. Jovenel Moïse, ce n'est pas quelqu'un qui savait, je vais mourir dans ce combat, je vais mourir. Jovenel Moïse a changé les plans sur ceux qui étaient ses alliés en voulant dénoncer, indexant publiquement certaines choses. Il est devenu dérangeant. Les similitudes, c'est que c'est interne et Jean-Jacques Dessalines a été trahi par les siens aussi. C'est pour ça qu'on fait toutes ces comparaisons. Et on a l'impression qu'avec Martine Moïse, on alimente cette superposition. Martine Moïse vient de laisser Haïti en pleurs, etc. L'image de la veuve, etc., qui laisse son pays, etc. Martine Moïse a refusé que l'argent de la caisse publique soit dépensé pour l'enterrement de son président, alors que c'est comme ça que ça se fait normalement pour qu'il y ait les funérailles nationales,
parce que c'était un président qui était encore au pouvoir, ça devait se faire comme ça, Martine Moïse a refusé. On retrouve là le schéma, de la femme de Jean-Jacques Dessalines, qui a refusé l'hospitalité, qui a refusé, lorsqu'on a voulu augmenter sa pension, qui a refusé l'argent, qui a préféré la pauvreté. On retrouve ces images-là, quand même. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que, maintenant que Martine Moïse est en train de partir, etc., est-ce qu'il y a une volonté dans la communication de perpétuer cela? Moi, je dirais que oui. C'est volontaire. Vous avez vu le discours de la sœur. Il y a une volonté de superposer deux personnages, Jean-Jacques Dessalines et le président, et la femme de Jean-Jacques Dessalines, Marie-Claire Bonheur et Martine Moïse. C'est volontaire. Maintenant, cette communication volontaire, est-ce que cette communication volontaire, maintenant, tout le monde va se poser une seule question. Est-ce que cette communication volontaire est dans le but de ramener Martine Moïse après dans la politique, ou est-ce que Martine Moïse qui vient de partir pour les États-Unis, c'est de l'exil, hein? Quand on ne peut pas vivre dans son pays parce que sa vie est menacée, c'est de l'exil. Martine Moïse qui vient de partir avec ses enfants aux États-Unis, est-ce que ce départ qui, voilà, elle part, comme ce schéma que je vous expliquais tout à l'heure de la femme de Jean-Jacques Dessalines, ces parallèles-là, est-ce que dans ces schémas-là, c'est pour poursuivre cette volonté de superposition de personnages, ou est-ce que, tout simplement, selon les enquêtes, il y aurait des découvertes d'autres de menaces sur sa vie qui auraient été découvertes par FBI, etc. Est-ce que ce départ est dans cette... N'oubliez pas que je vous l'ai déjà dit, la communication dans la politique, c'est quelque chose de très, très, très important. Martine Moïse ne prend pas la parole au hasard, ses mots ne sont pas prononcés là comme ça, etc. Donc, il faut comprendre la politique pour comprendre que toute la communication autour de la mort du président n'est pas une communication hasardeuse. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure que Marie-Claire avait cette attitude, c'est-à-dire de caractère, de refuser, de préférer vivre dans la pauvreté, etc. De refuser l'hospitalité, de refuser l'argent. On retrouve ce refus d'argent ici par rapport à Martine Moïse qui a refusé. Maintenant, il y a certaines phrases de Jean-Jacques Dessalines que j'aimerais vous passer aussi à l'écran. Je vous fais tous sauter si les Français pénètrent dans ce port. Par exemple, c'est une phrase qui montre le courage. Nous avons osé être libres, osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Que m'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays. Donc, c'est le schéma et l'image qu'on veut montrer de Jovenel Moïse, le sauveur du pays. On s'attache à pouvoir continuer ce parallèle en sauveur du pays. C'est ce qu'on retrouve. Je vous ai lu un commentaire dans une vidéo hier où une internaute commentait ma vidéo en disant « Je ne connaissais pas la politique, à cause de tous ces propagandes, je crois que Jovenel était mauvais alors qu'il était là pour sauver le pays, etc. » On a cette image de sauveur qui est collée à Jovenel Moïse, qui est un discours propre à Jean-Jacques Dessalines. Donc, il y a cette volonté de parallèle. Maintenant, on va parler. Est-ce qu'on peut vraiment comparer dans les faits, la façon de mourir, etc. Oui, on retrouve des similitudes. Ce que Jean-Jacques Dessalines représente pour l'histoire d'Haïti, dans les pages de l'histoire, cette figure, Jovenel Moïse ne représente pas cette figure à la même hauteur. Il ne faut pas non plus faire d'amalgame, mes amis. Je vous ai dit, c'est la communication qui domine le monde. C'est la communication qui domine le monde. Si quelqu'un ne peut pas faire une bonne communication, cette personne-là ne peut pas gouverner. La communication gouverne le monde. Et c'est à travers cette même communication, et c'est à cause de sa façon de communiquer aussi, que Jovenel Moïse a été aussi haï par beaucoup. La communication gouverne. Donc, le président Jovenel Moïse, il y a des parallèles par rapport à sa mort, etc. La communication qui continue autour de sa mort, etc. Maintenant, ce n'est pas la même chose. L'impact qu'a eu Jean-Jacques Dessalines sur l'histoire d'Haïti, Jovenel Moïse n'a pas cet impact-là. Je vous ai expliqué un petit peu le parcours tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose.
On n'est pas dans le même contexte. Vous me faites penser aux personnes qui prennent des passages bibliques et qui font des parallèles, etc., pour justifier certaines choses. Ce n'est pas la même chose. On est en Haïti, 19e siècle, dans l'époque où en France c'était la royauté, dans l'époque où il y avait l'esclavage, les personnes n'avaient pas de liberté. Le peuple noir était soumis. Ces personnes-là s'attaquaient à l'armée française. Eux, ils n'avaient rien. C'était des personnes qui venaient au combat, qui savaient qu'ils allaient mourir au combat. Jovenel Moïse, en prenant le pouvoir, et Martine Moïse a dit dans son discours qu'on ne savait pas que ce combat pour l'eau, l'électricité, etc., pourrait nous mettre dans cette situation de larmes éternelles. Elle l'a dit dans son discours. Ni Jovenel Moïse, ni sa famille ne s'attendaient à cette mort. Oui, beaucoup disent que sa sœur lui a demandé de prendre l'exil. Sa sœur lui a demandé de prendre l'exil parce que la pression était tellement énorme. Jovenel Moïse était isolé, seul. Donc, lorsqu'on est en train de gouverner et qu'on est seul, lorsqu'on gouverne, on a besoin de son parti. On a même besoin presque de flatter les partis opposants. Parce que lorsqu'on fait passer des lois, lorsqu'on prend des décisions, si les partis opposants sont tous debout contre, on a des freins à mettre en place les choses. Parce que le pays ne se gouverne pas qu'avec le parti politique en place. Le pays se gouverne avec tous les partis politiques. Parce que tous les partis politiques, même s'ils n'ont pas le pouvoir à l'instant T, ont leur mot à dire sur la politique du pays. Donc Jovenel Moïse était isolé. Donc oui, avec la pression, l'insécurité dans le pays, les kidnappings, tout ce qui se passe, et puis cette pression autour de lui, ces menaces en permanence autour de lui, oui, il avait des menaces des uns et des autres, mais en aucun cas, il pensait que la nuit du 6 au 7 juillet, il serait assassiné. Il a été surpris. S'il n'avait pas été surpris, il aurait renforcé sa sécurité autour de chez lui. S'il n'avait pas été surpris, s'il avait eu des annonces, oui, il se peut, même s'il n'avait pas de date et d'heure, il s'y serait quand même au minimum préparé. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui partait dans quelque chose et qui savait à quel point il était dans cette brobier, à quel point il prenait des risques. S'il savait à quel point la hauteur des risques était élevée, il y a certains discours qu'il ne prononcerait pas. Jovenel Moïse parlait de « j'ai des têtes qui vont tomber ». Lorsqu'il est parti à la Russie et qu'il devait revenir, il a dit « j'ai un dossier là, les noms, etc. » C'est-à-dire que Jovenel Moïse avait des infos, il indexait et publiquement il disait que des têtes allaient tomber. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui mesurait la hauteur des risques tant que cela? Je pense que peut-être qu'il aurait agi plus dans l'ombre. Il aurait peut-être, avec ces infos-là, pris des décisions internes, mais aurait-il autant publié ces décisions médiatiquement? Permettez-moi d'en douter. Donc, Jean-Jacques Dessalines savait qu'il était dans une cause où il pouvait y laisser la vie. Ni Jovenel Moïse, ni sa famille ne s'attendaient à ce que Jovenel Moïse laisse sa vie dans la présidence d'Haïti, dans cette bataille, dans ses idéologies qui étaient propres à lui-même, etc. Ne faisons pas l'amalgame jusqu'au bout. Maintenant, je vous ai dit, la femme de Jean-Jacques Dessalines a refusé l'hospitalité pour vivre dans une pauvreté, etc., pour finir sa vie à part, etc., loin de certains, etc. Là, on a ce schéma. Martine Moïse a laissé Haïti avec ses enfants. Maintenant, Martine Moïse est en exil aux États-Unis, actuellement. Maintenant, est-ce que ce schéma de la femme de Jean-Jacques Dessalines va se poursuivre pour Martine Moïse, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas dans la politique, elle vivra reculée des médias, etc., comme ça, ou est-ce que Martine Moïse sera aux États-Unis préparée? Est-ce qu'on aura une Martine Moïse qui va revenir en Haïti en tant que, je ne sais pas moi, qui va revenir faire de la politique d'une manière ou d'une autre? D'une manière ou d'une autre, elle a un pied dans la politique parce que son époux est mort au pouvoir et elle a tenu des discours politiques. Son retour sur le sol d'Haïti, même si ce retour-là a été beaucoup comparé, beaucoup ont regardé, elle a coupé ses cheveux, c'est mystique. Elle a mis le pied gauche devant, en descendant l'avion, c'est mystique. Elle a tenu la main 7 fois aux personnes, etc. C'est mystique. Beaucoup ont vu le côté mystique, personne n'a vu ce côté aussi de communication, c'est-à-dire ce désir de communiquer, de montrer cette image de femme forte en parallèle à la femme de Jean-Jacques Dessalines, puisqu'on a commencé à comparer son époux,
puisqu'on a commencé à comparer son époux à Jean-Jacques Dessalines, Martine Moïse n'a fait que continuer à alimenter ce parallèle dans son attitude de femme forte, femme courageuse, femme qui arrive, hein, malgré tout, à être debout, à venir, à prendre des décisions pour les funérailles de son époux. C'est un signe de force de caractère, de pouvoir aussi. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, Marie-Claire Bonheur l'a fait. Elle a pris des décisions, c'est-à-dire elle a refusé quelque chose qui était institutionnel, c'est-à-dire donner une pension à la veuve d'un président, c'est institutionnel. Lorsque Faustin Ier a voulu augmenter cette pension, après avoir fait l'éloge de son mari, mettre son mari sur un piédestal, c'est-à-dire par rapport à son mari, décider qu'elle méritait plus que cela, elle a refusé l'argent, elle a refusé l'hospitalité, c'est-à-dire on lui proposait bien qui ont été confisqués de son mari, on lui proposait de l'argent, on lui proposait de vivre une autre vie. Le luxe, elle a refusé le luxe, elle a choisi la pauvreté, elle a pris une décision forte qui est preuve marquée dans l'histoire. Martine Moïse a pris la décision de refuser l'argent pour les funérailles aussi. Donc, il y a ce côté, la similitude. C'est vrai qu'on est un pays où on a une histoire autour du mystique aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un travail de communication acharné autour de cette affaire. Donc il faut garder cela en tête. La nuit de la mort de Jovenel Moïse, il a appelé, il a donné des coups de fil, il a demandé à ce qu'on lui sauve la vie. Il n'est pas mort en disant « je reste là, qui vienne me tuer, etc. J'irai jusqu'au bout ». Il a appelé. Il a demandé de l'aide, il a dit « Aidez-moi, ma vie est en danger, venez me sauver » aux personnes qui étaient à l'autre bout du fil. Donc, cela n'enlève rien au fait qu'il a été lâchement assassiné, que justice doit être faite et que le peuple a besoin d'explications, etc. Cela n'enlève rien à la barbarie de l'acte, à l'injustice. L'injustice doit être appelée injustice, même si on cherche des contextes de tout. Moi, j'essaie juste de vous faire comprendre pourquoi cette comparaison, d'où vient cette comparaison, tout simplement. Mais l'injustice demeure de l'injustice, quoi qu'il arrive. Qu'importe le parcours du président, il ne méritait pas cette mort-là. Maintenant, le sacrifier pour la nation, etc. Jovenel Moïse n'est pas arrivé au pouvoir pour être... Jovenel Moïse n'a pas signé pour perdre sa vie. Donc il faut aussi, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Jovenel Moïse n'a pas signé pour être président d'Haïti et y laisser sa vie. Il a été surpris. Donc, on est clair là-dessus. Maintenant, il faut suivre comment ça va se passer pour Haïti. L'après Jovenel Moïse sera intéressant à analyser. L'après Jovenel Moïse sera intéressant à décrypter. Comment? Parce que la communication sera centrale. L'après Jovenel Moïse, la communication sera centrale pour le peuple. La façon de gouverner, comment ça va se passer, la communication sera centrale. Jean-Jacques Dessalines est un héros de l'indépendance d'Haïti. Maintenant, on veut nous dire que Jovenel Moïse est un héros. Mais pour que Jovenel Moïse soit cet héros, il faudrait que Haïti change. Si après la mort du président Jovenel Moïse, on a un Haïti nouveau et que ça permet des changements profonds, placer Jovenel Moïse comme héros, ça ne nous importe pas finalement. Qu'on dise, à qui ça dérange qu'on dise Jovenel Moïse est un héros aujourd'hui? C'est à ceux qui étaient ses ennemis, ses opposants. Le petit peuple, la masse, s'en fiche loyalement qu'on dise de Jovenel qu'il est un héros ou pas, pourvu qu'on change la vie de cette masse qui vit dans la pauvreté, la misère, pourvu qu'on repartisse les biens de ce pays pour que ceux qui n'arrivent pas à scolariser leurs enfants puissent envoyer leurs enfants à l'école, pour démocratiser l'éducation qui pourra changer la mentalité de ce peuple, parce que l'éducation est importante. Le peuple, je vous ai dit dans une vidéo hier que la masse est manipulée pour créer la violence, etc. S'ils avaient accès à l'éducation, ils auraient l'esprit analytique poussé, on ne les utiliserait pas comme on le fait. Donc, le peuple périt faute de connaissances, tout simplement. Donc,
C'est pour ça que je ne me mettrai jamais du côté de ceux qui disent le peuple haïtien. Si vous aimez beaucoup indexer et juger le peuple haïtien. Oh, le peuple haïtien, comment ils sont, les haïtiens, ceci. Que ce soit dans les Outre-mer ou ailleurs, les Occidentaux. Vous aimez indexer et juger le peuple haïtien. Un peuple qui n'a pas accès à l'éducation, comment ce peuple-là peut prendre des décisions en toute clairvoyance sur la politique, etc., sur les choses qui sont souvent même écrites en français ou ils ne comprennent même pas, ils ne peuvent même pas s'exprimer en français. Donc, il y a tellement de paradoxes dans la société haïtienne qu'avant de pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut aussi arriver à analyser, à se mettre à leur place, ceux qui peuvent aller en Haïti, voir comment vit le peuple haïtien, avant de dire certaines choses. Parce que si vous regardez comment vit le peuple haïtien, vous donnerez raison à ce peuple pour plein de choses. Et même dans ses torts, vous lui donnerez raison. Donc voilà. C'est ainsi que je vais mettre fin à cette vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît. Partagez les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne. Comme je vous ai dit, je vous ferai souvent des vidéos comme ça. Donc, j'attends que la chaîne arrive à 10 000 abonnés pour mettre en place une émission où je ferai des décryptages, des analyses sur Haïti, son histoire, sa culture, sa politique. Donc, il faut que je sois à 10 000 abonnés, les amis. Je suis qu'à 5 000, donc faites le travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à Afroha Lifestyle. Abonnez-vous à la chaîne. Je ne sais pas si je vais changer le nom de la chaîne ou pas. Donc, de base, je faisais plus des choses sur les cheveux afro, les styles de vie. Bon, après, je parlais de tout et de rien. Donc, si vous pensez que je dois changer le nom de la chaîne par rapport à ce projet d'émission, vous me le dites en commentaire. Si vous pensez que je peux laisser le nom tel quel, vous me le dites en commentaire. Je vous écouterai et puis j'essaierai de lire vos commentaires dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. 1, 2, 3.